Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up, mon update lecture du mois de novembre. On est parti tout de suite et sans plus attendre avec mon avis concernant les livres que j'ai lus au mois de novembre. Comme d'habitude, on va passer par un petit coup d'œil sur les statistiques. Juste le temps que je retrouve ma page qui est là. En novembre, j'ai lu 5 livres, je n'en ai abandonné aucun. Les 5 livres que j'ai lus, je les ai lus en version physique. Je n'en ai lu aucun en audio ni aucun en version numérique. Cela représente un total de 1695 pages, c'est-à-dire à peu près 57 pages par jour pour une moyenne de 3 étoiles, légèrement moins que d'habitude. Et j'ai intégré 18 livres à ma pile à lire, sans en enlever aucun sans l'avoir lu. La raison pour laquelle j'ai intégré 18 livres à ma pile à lire, c'est parce que je vous rappelle que les éditions de Saxus ont publié énormément de titres au cours de ces dernières semaines. Et étant donné que je les collectionne en version reliée, je suis plus ou moins obligée de les précommander si je veux être sûre d'en avoir une version, si je veux être sûre d'en avoir un, point. Donc, j'en ai reçu pas mal. Et puis surtout, à la fin du mois de novembre, il y avait le Festival du livre de Colmar, au cours duquel j'ai acheté 4 livres, donc ça va, j'étais plutôt raisonnable en fin de compte. Le premier livre que j'ai lu au mois de novembre, et j'en connais une qui va être ravie derrière son écran, c'est Morningstar, le tome 3 de Red Rising, j'allais dire Pierce Brown, non, de Pierce Brown, mais c'est bien la série Red Rising. Le tome 3 Morningstar, c'est un récit de science-fiction dystopique que je conseille à partir de 16 ans, donc young adulte, parce que c'est assez gore. Dans cette histoire, dans le tome 1, on va faire la rencontre de Darrow, qui est un rouge, puisque nous vivons dans un monde qui prend place à plusieurs centaines d'années du nôtre. Et la Terre n'est plus viable, Mars a été terraformé et les populations vivent un peu réparties sur les différentes planètes et les différents satellites de l'univers. Et la société est régie par des castes qui sont distinctes les unes des autres par des couleurs. Les ors sont tout en haut, les rouges sont tout en bas. Et Darrow, qui fait partie des rouges, forge Mars, non pas forge, creuse Mars, c'était pas le verbe forger que je cherchais, c'était autre chose, mais c'est pas grave. Creuse Mars à la recherche de l'hélium 3, qui est censé être ce matériau, cette matière première, qui est censé permettre de terraformer Mars. Sauf que ça fait belle lurette que Mars est terraformé, on a toujours menti aux rouges qui triment toute leur vie, qui est relativement courte, vu les conditions de vie auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Et Darrow va un jour se réveiller et lancer une révolution. Il va intégrer les Ors, il va se faire passer pour l'un des leurs, et ce faisant intégrer l'élite et essayer de détruire le système de l'intérieur. Troisième et dernier tome de cette première trilogie, puisque l'auteur a écrit une seconde trilogie. Je ne sais pas si je lirai cette seconde trilogie. Pour l'instant, je vous avoue que je me satisfais énormément de la fin de ce tome 3. C'est un coup de cœur, c'est mon roman préféré du mois de novembre. Donc on a super bien commencé le mois de novembre. En compétition du coup pour le meilleur livre de l'année, puisqu'ils sont rares les coups de cœur que j'ai eu pour l'instant cette année. Et on est au mois de décembre, donc il serait temps que j'en ai un peu plus si vous voulez mon avis. C'était incroyable. J'ai tout aimé dans ce tome 3. L'évolution des personnages, le rythme du récit. L'auteur nous balade de twist en twist. On navigue dans différents univers avec différents décors. On passe de la neige au feu en quelques secondes quasiment. Avec des nouveaux peuples, des nouvelles créatures, pas vraiment, mais peuples. Et c'était incroyable. Les relations entre les personnages, on sait jamais, en fait du début à la fin quasiment de cette histoire, on sait jamais qui est allié avec qui. Vous voyez Jack Sparrow, le personnage de Jack Sparrow, ce côté j'ai un coup d'avance sur tout le monde mais on ne le découvre qu'à la fin, ben Darrow il est un petit peu comme ça, et je vous avoue que le twist qui aurait pu me rendre folle m'a pas vraiment fait ni chaud ni froid, parce que connaissant le personnage, j'avais mes doutes sur le fait que, oui ou non, ce qui se passe, ce qu'on veut me faire croire est vrai. Du coup, j'ai pas été plus surprise, j'ai été extrêmement soulagée en revanche. Je suis contente. C'était vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à apprécier autant une série de science-fiction, puisque, si vous ne le savez pas,
La science-fiction, c'est un genre vers lequel je ne me dirige pas spécialement, c'est pas un genre qui m'attire. Et pour le coup, cette trilogie, c'est vraiment une grosse claque. Je pense que je les relirai un jour parce que c'est tellement riche en... L'univers qu'a créé l'auteur est vraiment incroyable. Et si vous n'avez pas peur du sang, des boyaux et de la vulgarité, parce qu'on a un personnage, mon personnage préféré dans cette série, c'est Sévro. Et il est particulièrement vulgaire, mais il est hilarant. Voilà, donc j'adore ce personnage et j'aime énormément cette série. Je suis contente de l'avoir terminée, ça me permet de finir une série. Alors la fin de l'année, c'est plutôt une bonne chose, quel accomplissement, je suis fière de moi. Et ouais, vraiment, je vous conseille de tout cœur cette série si vous vous sentez les tripes de le lire, parce que c'est quand même dur. Et je vous l'ai pas dit, mais il était dans ma palle des cartes pour un livre avec un nombre de pages pair, et j'ai réussi également à le caser dans mon Pumpkin Autumn Challenge pour la catégorie You Cannot Eat the Money, parce que c'est de la dystopie, tout simplement. Ensuite, j'ai lu Aliénor la légende noire, le tome 5 d'Arnaud Delalande et Simona Mogavino. C'est une réécriture, une biographie romancée de la vie d'Aliénor d'Aquitaine, telle qu'on la connaît du coup, mais romancée. Donc on a rajouté des petites choses, peut-être qu'on a supprimé des petites choses, je ne saurais pas vraiment vous le dire puisque je n'étais pas du tout familière du personnage, enfin de la femme qui a réellement existé avant de découvrir cette histoire. Et je vais pas trop m'attarder sur ce que j'ai pensé de ce titre parce que j'ai fini il y a quelques jours le tome 6 qui est le dernier et mon avis diffère entre ce tome là et l'autre, mais je voudrais pas faire pécher ni l'un ni l'autre de mes avis. Donc celui-ci, je l'ai apprécié, mais moins que les tomes précédents. J'ai trouvé qu'il y avait quelques manques de logique, mais je ne sais pas si c'est dû aux auteurs qui ont pris quelques libertés ou si c'est vraiment les personnages de l'histoire avec un grand H qui ont pris des décisions qui pour moi n'avaient aucun sens. Vu que je ne connais pas l'histoire avec un grand H réel, je préfère pas trop m'attarder sur ce point. Le style de dessin est toujours le même, on est sur du dessin assez classique pour une bande dessinée. C'est pas forcément un style que j'aime spécialement. Je veux juste pas vous spoiler, alors j'essaye de prendre un... Voilà, donc c'est vraiment classique et c'est pas mon genre préféré. Je préfère le côté un peu plus moderne, rond, un peu kawaii. Voilà. Mais c'est plus proche de la réalité et étant donné que c'est une biographie romancée, ça paraît logique. Voilà, donc j'ai été un peu déçue par ce tome 5, mais je pense que c'est parce qu'on arrivait dans un creux avant l'apothéose du tome 6 dont je vous parlerai pour mon update lecture du mois de décembre. Celui-ci était dans ma palle des cartes pour un petit livre, donc un livre qui faisait moins de 200 pages, et j'ai réussi à le caser dans mon Pumpkin Autumn Challenge pour la catégorie La cueillette des champignons. Ensuite, j'ai enfin réussi à lire Merveille du Mont d'Hurlan, le tome 1 La ville des mystères de Julien Hirt, aux éditions du Héron d'Argent. Je vous précise plus systématiquement les maisons d'édition des livres que je lis. Là, je vous la donne parce que le seul autre roman, je parle uniquement des romans, des éditions du Héron d'Argent que j'ai lu, je ne l'ai pas aimé du tout. C'était un des pires livres de l'année où je l'ai lu. Je pense que celui-ci lui arrive à la cheville facilement, à tel point que, arrivé à la page 100, quelque chose comme ça, même avant je crois bien, je me suis contentée de lire les dialogues pour aller plus vite et pour pouvoir le terminer parce que c'était absolument pas fait pour moi. Il était dans ma palle des cartes pour un livre avec du foil, on le voit bien ici, le héron a du foil et le titre est en foil également. Et il était également dans mon Pumpkin Autumn Challenge pour la catégorie soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noire, âme et souhait. Je ne sais plus dans quelles circonstances. Je crois que c'était voyage, peut-être. Non, voyage c'était l'autre. Enfin bref, je sais plus. Mais en tout cas, il rentrait dans cette catégorie, c'était sûr. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Tim, qui est une adolescente. Alors j'ai oublié de vous dire, Aliénor, c'est adulte. Hein. C'est l'histoire avec un grand H, donc il y a du sang aussi partout. Il y a des batailles sanglantes, donc il y a du sang aussi partout. Mais si vous êtes passionné par l'histoire, c'est intéressant. Celui-là, je le conseillerais à partir de 14 ans, je dirais, mais c'est extrêmement mal écrit, donc je le conseille pas du tout en fait. Pardon. Donc on va faire la rencontre de Tim qui a 14 ans, je crois, 16 ans.
Elle est même plus âgée que ça. Elle a 16 ans et c'est une adolescente rebelle qui s'entend pas du tout avec sa mère et qui un beau jour va se retrouver nez à nez avec un poisson rouge flottant dans les airs. Et elle va faire la rencontre d'un garçon d'à peu près son âge, peut-être légèrement plus âgé qu'elle. Ça va être le coup de foudre immédiat et elle va partir au bout du monde pour lui. Et quand je dis au bout du monde, c'est vraiment le bout du monde parce qu'elle va même se retrouver dans un monde parallèle pour aller à sa rescousse parce que voilà, ils viennent de se rencontrer, mais c'est déjà je t'aimerai toute ma vie, je ferai tout pour toi, blablabla. De son côté à elle en tout cas. Elle est complètement tombée sous son charme et lui bah voilà. Bref, je veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler parce que peut-être que le fait que je l'ai tellement détesté vous donnera envie de le lire pour savoir à quel point c'est mauvais. Ça m'embête de dire qu'un livre est mauvais. C'est pas qu'il est mauvais, c'est que je l'ai pas aimé. C'est comme les choux de Bruxelles. C'est pas que c'est pas bon, c'est que j'aime pas ça. Mais bon. Bref, je l'ai trouvé extrêmement mal écrit. L'auteur... Alors c'est le personnage principal qui nous raconte sa vie. Qui nous raconte un passage de sa vie. Comme si on était dans son journal ou comme si elle était interviewée. Donc on est à la première personne. Seulement, elle est insupportable, cette adolescente. Et puis surtout, il y a un manque de concordance dans les temps. Si vous me connaissez depuis un certain temps, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que c'est le truc qui m'énerve le plus dans les traductions notamment. Mais là, c'est pas de la traduction, c'est du français. Hein. L'auteur est français, le texte a été écrit en français. Et le manque de concordance dans les temps, ça me rend dingue. On passe du présent au passé, au futur en un claquement de doigts. Et ça, pour moi, ça va pas du tout. Après, je dis pas, l'univers créé par l'auteur est intéressant. Il a des personnages attachants. Sans parler de l'héroïne parce qu'elle est absolument débile. Mais certains personnages secondaires sont plutôt attachants. Et je trouve qu'on a une belle évolution possible de notre héroïne vu la fin de ce tome 1. Mais je ne lirai pas le tome 2. Ce qui est dommage. Voilà. Mais c'est comme ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Il est même dédicacé, j'avais rencontré l'auteur aux Imaginales 2018. Malheureusement, je ne vais pas conserver son livre. Et je pense, arrêter de lire des romans publiés aux éditions du Héron d'Argent. Parce que autant les beaux livres et encyclopédies, je les achète tous en campagne de financement participative Ulule. Parce que je les trouve vraiment magnifiques et qu'au niveau contenu, ils sont bons la plupart du temps. J'ai quand même été déçue par un ou deux. Mais les 2 romans que j'ai lus, c'était catastrophique. Donc je vais m'arrêter là, je pense, avec cette maison d'édition et simplement me contenter des encyclopédies et beaux livres, sachant que, étant donné le prix et le travail que c'est ces encyclopédies, ils ont, je pense, pris en compte un peu plus les retours de leurs lecteurs et ils se sont grandement améliorés, je trouve. Mais les romans, je vais simplement laisser tomber. Voilà, donc c'était pas pour moi et je me rends compte que je ne vous ai donné aucune note jusqu'à présent, depuis le début de cette vidéo. Donc, retour en arrière. Red Rising, je vous l'ai dit, c'était un coup de cœur. 20 sur 20, 5 étoiles sur Goodreads, 10 dans Copile, que des 10 sur tout le tableau. Aliénor, la légende noire, le tome 5, je lui ai mis 14 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et 7 dans Copile. Et pour celui-ci, c'était 8 sur Livre Addict, 8 sur 20 sur Livre Addict, 2 étoiles sur Goodreads et 14 dans Copile. Ensuite, j'ai lu Bellezza, le tome 1 de La dernière nymphe de Marjorie Burbo. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Enza, qui est une nymphe et qui vit à New York. On est dans un univers fantastique que je conseillerais pas avant 16 ans. Il n'y a pas grand chose de sanglant. Ah si, quand même. Ouais, non, pas avant 16 ans. On est sur un récit young adulte même, je dirais. C'est de la fantasy romance pour décrire son genre en version originale, mais c'est du fantastique en réalité, c'est de l'urban fantasy plutôt. Je sais pas pourquoi je suis partie sur la fantasy romance, n'importe quoi, c'est de l'urban fantasy. Il était dans ma palle des cartes pour un petit prompt Welcome to Hell et c'était une nouvelle série. Donc ça m'a fait commencer une nouvelle série, mais c'est une série que je ne continuerai pas parce que j'ai apprécié ce tome 1, mais pas suffisamment pour être intriguée pour la suite. Donc on va faire la connaissance de Enza, qui est une nymphe qui vit à New York. C'est l'une des dernières nymphes de New York parce que les nymphes sont chassées par les vampires. Les vampires, les nymphes, les humains cohabitent tous ensemble
plus ou moins en harmonie. Les vampires se nourrissent du sang des humains, les nymphes se nourrissent de l'énergie vitale des vampires. Donc, les nymphes sont au sommet de la chaîne alimentaire, sauf qu'il y a eu une guerre que les vampires ont remportée et depuis, les nymphes sont chassées, traquées, tuées, massacrées, torturées, tout ce que vous voulez. Et donc notre héroïne, elle doit essayer de survivre dans l'anonymat jusqu'au jour où le plus grand chasseur de nymphes, qui est un vampire, du pays, je pense, débarque pour essayer de la trouver parce qu'ils ont appris je ne sais pas comment, enfin si je sais mais ils ont appris d'une façon ou d'une autre qu'il ne restait plus qu'une seule nymphe à New York, donc ils essayent de la débusquer à tout prix. C'est une romance enemy to lover, donc vous doutez bien que notre nymphe et ce chasseur vampire de nymphes, ce chasseur de nymphes vampire plutôt, vont avoir une relation ambiguë. Il est question d'un peu de romance, mais seulement à la toute fin. C'est un slow burn. On y va très très lentement dans l'évolution des relations entre ces deux personnages, ce que j'ai plutôt apprécié. Mais il y a quelques trucs qui m'ont quand même dérangé. Les personnages, dans un premier temps, ne sont pas spécialement attachants, ni on s'y identifie pas forcément facilement. La raison pour laquelle je vous ai dit que c'était du young adulte, c'est parce que quasiment au début du récit, on assiste de façon violente à un suicide. Et il y a quand même des scènes... on mentionne quand même la torture de nymphes. Alors ce sont des êtres surnaturels, mais notre personnage principal assiste à une scène filmée de torture. Donc je préfère vous le dire, ça peut être un peu beaucoup perturbant. L'atmosphère était sympa, mais comme on évolue dans un univers qui nous est familier, même si je suis jamais allée à New York, je m'imagine facilement New York. Du coup, j'avais pas le côté un peu magique qui, je pense, aurait été intéressant d'avoir dans cette histoire. Le style de l'autrice a rien d'extraordinaire, c'est simple, c'est fluide. J'ai relevé quelques petites erreurs de répétition et un manque de logique aussi, soit parce que... Ah oui, alors... Ça y est, non parce que... J'ai lu d'autres choses entre-temps, hein, excusez-moi, mais... Et comme il n'était pas forcément hyper mémorable, celui-ci, j'avais oublié. Mais maintenant, je me souviens que l'une des choses qui m'a le plus dérangée dans cette histoire, c'est que les personnages, et principalement lui en fait, qui s'appelle je ne sais plus, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, donc le vampire, il est censé être le meilleur dans son domaine. C'est lui qui a débusqué le plus de nymphes et vraisemblablement exécuté le plus de nymphes. Et ils vont se retrouver l'un en face de l'autre. Alors elle est maquillée, elle se déguise, elle a des trucs pour faire en sorte que... Mais je n'ai pas compris ce que l'autrice avait voulu faire. Est-ce qu'elle a voulu nous démontrer que son personnage était profondément débile et qu'en fin de compte c'était le meilleur chasseur de nymphes, mais d'après qui? Ou est-ce que c'était un manque de logique de sa part à elle, donc de la part de l'autrice, parce que c'était pas possible, si son personnage était tellement intelligent et tellement puissant, ce n'est pas possible la façon dont ces personnages ne cessent de se rencontrer sans que lui sache qui elle est. Elle, dès le départ, elle sait qui lui, il est, mais l'inverse n'est pas... la réciproque n'est pas vraie. Et ça m'a profondément agacée, en fait. Elle a beau être maquillée, déguisée, tout ce que vous voulez, c'était pas possible. Donc gros problème de logique pour moi dans cette histoire. Et je pense que c'est ça qui, en partie, qui va faire que je n'irai pas la suite. On a des révélations auxquelles je m'attendais quasiment, bon peut-être pas dès le début, mais depuis un bon moment quand elles arrivent enfin. Y compris les plot twists de plot twists, parce qu'à un moment donné l'autrice nous dit « Bim, je te balance une révélation à laquelle tu t'attends pas » et pendant 2 pages, on est censé être là « Oh là là, je m'y attendais pas » alors qu'en fait, si c'était évident, et puis d'un seul coup « Et bim, je t'en rebalance une parce que je suis un génie !» Ouais, non, en fait, c'était évident aussi, donc c'était pas crédible, et ouais, malheureusement... J'ai passé un bon moment, c'était divertissant, mais sans plus. Je lui ai mis 13 sur 20 sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads, et dans Copile il a atteint la note de 6,71. Et le dernier livre que j'ai lu au mois de novembre, c'est Les Rumeurs d'Issar, le tome 1, Le Talisman perdu de Marie Caillé aux éditions Hachette. Et la raison pour laquelle je vous le dis, c'est parce que la suite n'a pas été publiée par les éditions Hachette. Marie Caillé a racheté ses droits, je pense, ou récupéré ses droits, et les tomes 2 et 3, puisque c'est une trilogie, ont été publiés
à son propre compte. Elle les a auto-édités. Donc ils sont disponibles, je crois, sur Amazon. C'est le plus simple, malheureusement, pour se les procurer. Et je lirai la suite avec plaisir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire que je vous conseille à partir de 13 ans, 12 ans si vous êtes bon lecteur. Sachez juste qu'il y a une scène un petit peu dure vers les 3/4 du récit. Mais sinon, globalement, je trouve que c'est assez accessible. Ouais, entre 12 et 14 en fonction de votre niveau de lecture. C'est une fantaisie orientale, vous savez que j'adore la fantaisie orientale. On a un personnage principal qui est réparateur de tapis volants et ce qu'on va découvrir très rapidement, c'est que notre personnage principal n'est pas vraiment qui il semble être. Dans cet univers, régi par la magie des signes astrologiques, j'ai un petit faible pour l'astrologie, même si je lis pas mon horoscope tous les matins, mais enfin quoique. Non, c'est pas vrai. Je lis pas mon horoscope tous les matins, mais j'aime bien de temps en temps voir. Et j'ai un bon caractère de bélier, c'est vrai. C'est vrai. Il est dédicacé puisque j'avais rencontré l'autrice et j'ai le tampon avec mon signe astrologique. Et notre personnage principal est vierge, si vous voulez tout savoir. Et donc dans cet univers, à l'âge de 15 ans, je crois que c'est ça. On va dire que c'est ça. À l'âge de 15 ans, vous allez au palais, votre talisman vous est remis, un talisman qui représente votre signe astrologique, et une fois que vous avez ce talisman, vous avez la possibilité de faire de la magie, puisque tous les êtres humains sont dotés de magie. Dans cet univers, certains êtres humains qui possèdent de la magie ont parfois beaucoup de magie, et une magie tellement puissante qu'à leur majorité, enfin à leur 15-16 ans, au moment où ils reçoivent ce talisman, la magie qui les habite est appelée un diable parce qu'elle peut rendre fou tellement cette magie est puissante et ce diable doit sortir du corps de son hôte pour devenir un ange et l'hôte devient un gardien. Cette paire, ce duo forme ainsi un ange gardien. Voilà. Donc, on démarre cette histoire avec un événement époustouflant et notre personnage principal qui va être entraîné dans une aventure un peu particulière puisque son talisman... Attendez, il faut que je relise le résumé pour être sûr de ne pas vous spoiler. Ok, c'est bon, dans le résumé, c'est marqué. Notre personnage, Edjan, est un gardien. Il possède un ange. Mais ils ne sont pas déclarés pour la simple et bonne raison qu'Edjan a un peu le syndrome de l'imposteur en fait. Il est vierge, je vous l'ai dit, et les anges, les signes, en fait, toutes les personnes disposant de magie sont capables d'invoquer un signe qui est un peu un élément, une forme magique. Imaginez une boule de feu qu'on lancerait, sauf que c'est pas une boule de feu, c'est un symbole qui représente votre signe astrologique. Le crabe pour le cancer, pour les vierges c'est un écureuil, et Edjan étant un des élus, un des gardiens, son ange, donc les anges des vierges sont des échidnés, et l'ange d'Edjan n'est pas vraiment un cheval de course, on va dire, pour ne pas trop vous spoiler. Donc il a vraiment le gros syndrome de l'imposteur et il se cache et personne ne sait qu'il existe. Alors que normalement le palais est censé recenser et annoncer la naissance de tous les anges gardiens. Au palais, il y a donc plusieurs anges qui protègent le roi. Le roi est un taureau, c'est une information pas forcément essentielle, mais que je vous donne quand même au cas où. Et le pouvoir est dans les mains du roi, mais le territoire est divisé en plusieurs régions, et chaque région a son roi, même s'il y a le roi des rois, on va dire. Et en fait, les anges gardiens sont envoyés à la protection ad vitam aeternam des différents rois du pays, du royaume. Mais comme il y a plusieurs rois, il y a plusieurs royaumes. Enfin bref, j'espère que vous suivez parce que... je sais même plus où j'en suis. Bref, nous avons le chevalier du lion qui a été envoyé il y a longtemps pour protéger un roi, et ce chevalier a disparu. Et notre personnage principal va mener l'enquête accompagné d'une haute voleuse
Et je vais m'arrêter là, parce que c'est bien suffisant comme description. Mais j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'atmosphère. Je vous l'ai dit, la fantasy orientale, c'est vraiment un des sous-genres que je préfère dans la fantasy, donc c'était vraiment un vrai bon gros plaisir de lire ce texte. L'écriture, l'histoire, la logique, tout était top. J'avais vraiment envie de savoir où l'autrice allait nous emmener, parce que on découvre, je pense à peu près vers le milieu. Je ne sais plus. Mais on a un twist, l'histoire part sur quelque chose et finalement on a une révélation qui nous fait aller vers autre chose et c'était très intéressant. J'ai vraiment passé un super moment et l'autrice ponctue son récit de rumeurs. D'où le titre Les rumeurs d'Issar. Et en fait, ces rumeurs sont des ragots, des publicités, colportées non pas par des journaux ou par des crieurs, mais par des fioles de sable qu'on verse dans un sablier. Et quand le sable est décanté dans le sablier, ça diffuse une rumeur comme un message radio. Mais voilà. Et c'était trop bien, j'ai vraiment adoré ces petits interludes. J'espère qu'il y en aura d'autres, et peut-être même un peu plus dans les tomes 2 et 3. En tout cas, je vous recommande vraiment cette série, c'était très chouette. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et dans Copile il a atteint la note de 8,43. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles sont vos dernières lectures, qu'est-ce que vous avez lu en novembre, est-ce que vous avez de nouveaux coups de cœur, est-ce qu'il y a des livres qui vous ont déçu. Petit, même gros bisous à ma maman qui est ma première supportrice et qui fait ma promotion autour d'elle, y compris au boulot. Et dans ce cadre-là, je souhaite la bienvenue sur la chaîne à Lilou, Manon et Emma, 3 nouvelles abonnées. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!